Une hausse de la taxe foncière significative pour les propriétaires de logements grenoblois, plus 25% en 2023. Le prix à payer pour, l'explique la municipalité, faire face à l'inflation galopante et continuer à lutter contre le changement climatique et aider les plus précaires. Parce que le sport doit être un facteur d'épanouissement, de développement et de bien-être pour tous, l'association AFIP et le comité départemental du sport adapté de l'Isère s'unissent au programme ski, escale à randonnée ou équitation. Et puis Thomas Salvador allie sa passion des sommets et du cinéma dans son film La Montagne, une expérience au cœur de la nature avec une touche de fantastique. En avant-première ce vendredi soir au cinéma Le Méliès à Grenoble, le réalisateur est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 13 janvier 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, avait annoncé la mauvaise nouvelle en novembre, l'augmentation inéluctable de la taxe foncière en raison des incertitudes économiques et de la baisse des dotations de l'État. Plusieurs scénarios avaient été envisagés et même si Éric Piolle n'était pas présent ce matin à l'hôtel de ville, c'est devant d'autres élus que le couperet est tombé lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. L'inflation énergétique a coûté 5 millions d'euros en plus à la ville. Un trou à combler par une augmentation des impôts pour faire face aux futures crises écologiques et sanitaires à venir. Donc il est prévu aujourd'hui une hausse de la taxe foncière significative de 25% sur le taux communal. Et donc par cette taxe, nous allons pouvoir travailler à améliorer significativement, adapter la ville et anticiper surtout les crises futures. Les oppositions vont forcément s'élever contre une augmentation de la fiscalité. Mais cette hausse est liée au choix d'anticipation, au choix de redistribution de la ville. C'est une vraie politique écologiste et de gauche que de se préoccuper des ménages les moins favorisés. Et donc c'est dans ce sens-là que nous prenons nos décisions. Le budget sera débattu au conseil municipal le 30 janvier. Quant au budget du département d'un montant de 1,6 milliard d'euros, c'est le président de la collectivité, Jean-Pierre Barbier, qui est venu le présenter dans le premier QG politique de l'année sur Télé Grenoble. L'élu a aussi réaffirmé son souhait de voir la mise en application de la ZFE reportée. Cette interdiction de circulation des véhicules les plus anciens pour réduire l'impact de la pollution sur la santé doit entrer en vigueur en juillet prochain dans l'agglomération grenobloise. La santé des gens, bien sûr, elle me préoccupe. Et quand on pense à la santé des gens, on pense aux problèmes pulmonaires, on pense au cancer du poumon. Vous pouvez regarder le cancer du poumon. Les statistiques, elles sont très claires. 80% des cancers du poumon, c'est la cigarette. 15%, c'est les maladies professionnelles. 5%, la pollution. Peut-être. Et quand je dis ça, ce n'est pas négligeable. Donc, bien évidemment, il faut s'attaquer à ces 5% de pollution. Mais je dis de manière un peu sournoise, si vraiment on veut améliorer la santé des gens à l'intérieur des ZFE, il vaut mieux interdire de fumer, parce que ce sera plus efficace que si on interdit aux gens de rentrer avec leur véhicule critère 5. Retrouvez le QG politique ce vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Lina Badreddine vous en disait déjà un mot dans l'édition de jeudi soir. Dans l'après-midi, une importante fumée noire s'est élevée dans le ciel de Cessinay-Parisé. À l'origine, un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 15h dans l'entreprise spécialisée dans le traitement de surface Cleanpart. Une soixantaine de pompiers a été mobilisée et le secteur ainsi que les 30 employés sur place ont été évacués. Malgré une crainte envisagée au départ, il n'y a finalement pas de risque de toxicité. C'est un incendie qui a été sujet à quelques inquiétudes puisque c'est une entreprise qui utilise des produits chimiques. Mais a priori, l'incendie et le panache de fumée qui s'est dégagé ne concernaient pas les produits chimiques, mais concernaient des poubelles qui ont brûlé et puis des équipements qui a priori ne sont pas toxiques. La zone a été très rapidement sécurisée. Et à présent, donc, l'incendie est maîtrisé, c'est ce que nous disent les sapeurs-pompiers. Il y a des études complémentaires qui vont être menées par les sapeurs-pompiers. Les camions, on a des risques technologiques, sont sur place. Le feu s'est très rapidement propagé en toiture, occasionnant un important dégagement de fumée et de flammes visibles sur l'ensemble de la commune. Sur un incendie de bâtiment de type entrepôt, on a différentes couches qui sont présentes dans la structure bâtimentaire
pour permettre l'isolation du bâtiment, dans laquelle sont susceptibles de couver l'incendie. Et du fait de la présence de produits chimiques nécessaires à l'activité de l'entreprise, nous avons actuellement des réseaux de mesure afin de nous assurer de l'absence de produits dangereux. Et nous allons parfaire l'extinction en recherchant d'éventuels points chauds qui seraient présents dans les couches d'isolant. Malgré une arrivée sur place très rapide des pompiers basés à quelques centaines de mètres du sinistre, 300 des 1000 mètres carrés de l'entreprise ont tout de même été détruits. Se mettre ou se remettre à l'activité physique, une bonne résolution qui, en ce début d'année, concerne tout le monde, y compris et surtout peut-être les personnes en situation de handicap. Pour les y aider, l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées, l'AFIP, ainsi que le comité départemental du sport adapté de l'Isère viennent de signer un partenariat. Un acte qui se traduira par le développement du sport adapté dans ces associations. Gaëtan Loiseau. Développer le sport pour les personnes touchées par un trouble intellectuel, c'est l'objectif de ce partenariat entre l'association d'accueil de personnes porteuses d'handicap mental, l'AFIP, et le comité départemental du sport adapté de l'Isère. L'occasion pour les usagers de s'exercer dans le gymnase de Renage, au tennis, au badminton et à l'escalade. Oh, ça prend comment on met un baudrier, parce que c'est pas évident de faire comme ça. D'abord m'entraîner là, et après en dehors. Ce partenariat ouvre la porte à de nombreuses pratiques extérieures, au programme ski, randonnée ou équitation, des disciplines qui peuvent être source d'appréhension, mais très vertueuses. Le sport, il a deux vocations. Permettre aux personnes de faire de l'activité physique. Ça permet d'introduire du bien-être. Et puis, pour les personnes qui sont accompagnées avec des accompagnements médicaux qui sont importants, bien, plus on développe le sport, plus on réduit la partie médicale. C'est toute la structure de la FIP et ses 4500 usagers qui pourront profiter de ce partenariat. Je suis fier de faire partie de ce sport adapté avec cet organisme. Ça m'a fait toujours avoir l'envie de dépasser ses limites au maximum. Et l'important, c'est s'amuser et participer. Une chose est certaine, ces sportifs n'ont pas fini de s'amuser, car l'ambition pour cette association est de garder et de développer ses liens avec les clubs de sport adaptés pour limiter au maximum la sédentarisation. J'ai la chance d'avoir un fils autiste et grâce au sport, ça lui a permis de beaucoup se développer. Et nous, voilà, c'est aussi de regarder un petit peu, de faire des évaluations au niveau santé à ces enfants qu'on dit différents. Mais nous, comme on aime bien le dire, c'est différent comme tout le monde. Une différence qui en amène certains au sommet. 2 usagers de la FIP sont qualifiés au championnat du monde de sport adapté qui auront lieu cet été à Vichy. Et je vous signale aussi que l'Asparun, une course solidaire qui récolte des fonds pour des personnes en situation de handicap, recherche ardemment des bénévoles. Condition sine qua non pour pouvoir se tenir le 12 mars à Mélan. Et justement, le Mélan Escrime organise, lui, ce week-end, l'Eurosabre 2023. Une compétition qualificative pour les championnats d'Europe et du monde pour les moins de 17 ans qui réunira près de 300 participants au gymnase du Charlet, dont une dizaine de Mélanais. 23 nationalités seront représentées. Début de la compétition samedi à 10h30 et dimanche à 9h. C'est toujours ça de gagner en attendant des chutes de neige plus conséquentes prévues au début de semaine prochaine qui devraient permettre d'ouvrir le domaine skiable à compter du 21 janvier. La station du Col de Porte en Chartreuse veut quand même profiter des quelques flocons tombés ces jours-ci. L'idée, c'est de proposer une activité aux familles. La piste de luge sera préparée pour ce week-end et pour les petits lutins gourmands, des crêpes et chocolat chaud seront même proposés. Et la décision de reporter ou pas le passage de la course de chien de traîneau, la Grande Odyssée, prévue mercredi, sera annoncée en début de semaine. On reste à la montagne, mais avec un grand M, avec mon invité Thomas Salvador. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le réalisateur de La Montagne, un film présenté ce vendredi à 20h au Méliès à Grenoble avant sa sortie officielle le 1er février. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous interprétez aussi dans ce film Pierre, avec un prénom qui, je pense, n'est pas anodin pour l'histoire. C'est un ingénieur qui décide, au lendemain d'une présentation, de finalement pas remonter à Paris, de rester à Chamonix. Alors, c'est pas l'appel de la forêt, c'est un peu l'appel de la montagne. Oui, c'est complètement l'appel de la montagne. Effectivement, c'est un personnage qui se retrouve à Chamonix pour son travail. Puis très vite dans le film, il y a un plan comme ça, on le voit regarder par la fenêtre, qui reste un jour, une semaine, et puis il s'installe en altitude au col du Midi à 3600 mètres. Dans sa petite tente. Dans sa petite tente, et puis il ne veut plus redescendre. Est-ce que vous-même, vous pratiquez l'alpinisme ?
Alors moi, quand j'étais adolescent, j'ai fait pas mal d'alpinisme entre 15 et 25 ans, mais je voulais être cinéaste et guide d'haute montagne, mais je crois que c'était aussi un peu un fantasme. Donc je ne suis pas guide et j'ai arrêté l'alpinisme pendant 30 ans, puis je suis retourné faire ce film et redécouvrir avec le personnage un petit peu ces paysages que j'arpentais adolescent. Et vous avez aussi travaillé il y a quelques années avec le célèbre alpiniste Patrick Béraud, disparu en 2004. Oui, c'était une figure marquante, voilà, de ma passion pour la montagne. Et pour Arte, on m'avait contacté pour faire un portrait dans une collection qui s'appelait Portrait. Je me suis dit, je vais réaliser mon rêve, faire un film en montagne. Et donc j'ai fait un sommet dans les Alpes avec lui en tant que guide et moi en tant que son client. Et donc je le filme. Est-ce que ça vous a marqué pour réaliser ce film, La Montagne ? Oui. C'était la première fois que je filmais en montagne. Et puis ça m'a donné l'idée d'un projet qui aurait pu se faire avec Patrick Béraud aussi. Mais il y a une vingtaine d'années. Et puis il est malheureusement décédé. Mais j'avais toujours en tête comme ça cette image d'un personnage en montagne qui ne veut plus redescendre. Et que j'ai fait donc là. La montagne, ça se déroule à Chamonix, vous l'avez dit, sur des itinéraires très fréquentés, de plus en plus fréquentés. Ça a été compliqué de tourner ? Alors ma réponse va être bizarre, mais on a commencé à tourner pendant le deuxième confinement. Et c'est vrai que moi, des itinéraires que je connaissais hyper fréquentés étaient déserts. On a même dû amener des figurants sur les pistes de ski. Oui, parce que tous les étés, on voit des cordons d'alpinistes. Et là, c'était même un peu l'inverse. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. Quand on voulait que ce soit un peu désert, c'était désert. Puis finalement, quand ça a déconfiné, que l'aiguille du Midi a réouvert, on a eu aussi du monde comme il fallait. Puis dans le film, le personnage s'éloigne aussi va loin de tout, et surtout dans les montagnes isolées. Et ce personnage, il est témoin du réchauffement climatique. On en parlait même en début de ce journal. Vous insistez sur ce glacier qui fond. On voit bien les panneaux avec le glacier en 1985, le glacier au début des années 2000. Et puis aujourd'hui, sur cette montagne qui bouge, c'est une prise de conscience qui, personnellement, vous touche aussi ? Ah oui, moi, ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'ai montré à mon équipe qui ne connaissait pas la hauteur du glacier la première fois que j'y ai mis les pieds dans les années 80 et que maintenant on regarde je ne sais plus combien, 350 mètres plus bas. C'est complètement hallucinant. Et pour moi, c'était très important de faire un film aujourd'hui en montagne qui parle aussi de ça et pas me servir seulement de la montagne comme le décor d'aventure ou d'exploit. Puis c'est pas un film d'exploit d'ailleurs, et que ce soit présent. Dans ce film, vous avez une connexion physique avec la nature, un peu comme dans les films de Miyazaki, comme Princesse Mononoke, Nausicaa ou autres. Alors j'adore, je prends ça comme un compliment. J'adore les films de Miyazaki. Puis il y a, dès ses premiers films, une dimension écologique qui est présente et qui est présente dans mon film. Et c'est vrai que j'aime bien les films fantastiques et je souhaitais que ce personnage de Pierre fasse une rencontre comme ça avec le vivant, dans ce qu'il a de mystérieux, dans ce qu'il a de minéral, de simple aussi, et qu'on ne sait plus voir ou qu'on ne veut plus voir. Et Pierre, voilà, se reconnecte comme ça, sans pourtant que ce soit New Age, hein, avec voilà, la matérialité, avec son environnement, en fait. Et ça passe par le fantastique. Ouais, c'est peu commun d'utiliser le fantastique, surtout dans les films français. Ça vous est venu naturellement comme ça pour faire passer ce que vous aviez envie de faire passer ? Alors, il se trouve aussi que mon précédent film, qui s'appelait Vincent n'a pas d'écailles, était aussi un film fantastique. Puis... Et pareil, avec une connexion avec la nature, un petit peu. Complètement. Moi, je fais dans mes films... Et c'était encore vous. Et c'était moi qui jouais aussi. Et dans mes films, vraiment, un des sujets principaux, c'est la place qu'on occupe dans ce monde et comment trouver l'équilibre entre je pourrais dire, son animalité, son besoin de vivre avec les autres hommes, mais aussi de ne pas dissocier, comme on le fait depuis des siècles, l'homme, la nature, et puis de se rappeler aussi qu'on est fait de matière, qu'on est minéral aussi. C'est presque un film de super-héros. Oui, de super-héros existentiel. C'est un film initiatique, voilà, d'un personnage qui va être traversé par je ne sais quoi, par une expérience qui le remet en tant qu'homme dans son environnement, tout simplement. Il est traversé aussi par la présence de Louise Bourgoin, qui interprète Léa, la chef du restaurant au sommet du téléphérique. Elle vous ramène un peu sur Terre ? Complètement.
Oui, alors il y a aussi une dimension un peu magique dans l'histoire d'amour. Il y a quand même une intuition, comme une connexion un peu magique. Quand le personnage de Pierre est à 2 doigts de disparaître à jamais, voilà, il y a quelque chose d'un peu qu'on va pas trop dévoiler, presque un peu télépathique. C'est difficile de pas trop en dire. Non, oui. Et effectivement, j'ai choisi aussi Louise parce qu'elle a quelque chose de très terrien, de très ancré, de très concret. Et puis c'est aussi un personnage qui a une connexion très forte à la montagne, mais qui, elle, contrairement à Pierre au début du film, a trouvé un équilibre comme ça entre son métier, sa vie sociale, sa vie familiale et son rapport à la montagne. Et elle va aussi guider, accompagner Pierre dans cette quête et dans son besoin de s'éloigner des hommes et pour se retrouver et puis de pouvoir revenir en étant plus le même. Merci beaucoup, Pierre Salvador. Thomas Salvador. Pardon, Thomas, voilà, il fallait le faire. C'était Vincent, Thomas ou Pierre, ce ne sera pas ce que ce sera la prochaine fois. Merci, Thomas Salvador. Et j'encourage nos téléspectateurs à aller voir, si ce n'est l'avant-première au Méliès ce soir à 20h, en salle également, à compter du 1er février, La Montagne. Merci beaucoup. Merci. Également dans l'agenda, un spectacle d'humour musical Barber's Shop samedi à 20h30 à L'Oriel de Vars. Depuis 20 ans, la troupe de fantaisistes virtuoses se réapproprie ce genre qui trouve ses origines au début du XXe siècle aux États-Unis, avec une précision rythmique incroyable, une mise en scène inventive et des textes irrésistibles, finement ciselés. Le joyeux groupe vocal s'affirme comme un quartet atypique. Atypique également les qualités d'animateur et de showman de Michael Gregorio, retrouvé le samedi soir au Summum de Grenoble. Une odyssée de la voix impressionnante pour cette bête de scène capable de happer le public et de ne plus le lâcher en se mettant dans la peau et la voix de chanteurs et chanteuses. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et excellent week-end à tous.